Ok. Donc, vraiment désolé, hein. Désolé pour pour tous les micmacs qu'on fait à chaque fois. Mais bon, faut voir que, Allô, Aristide. oui, Je pense que prochainement, on peut utiliser Teams, hein, Microsoft Teams. je pense Et que, là, il n'y a pas d'interruption. voilà, je pense que prochainement, on va Ou bien même Skype. voilà. En fait, c'est comme le Zoom, il est un peu plus répandu que les autres. Donc, c'est plus Oui, facile d'avoir l'accessibilité sur le Zoom que sur les autres. Mais malheureusement, ils nous mettent ouais, oui. les accès Il est limité. Oui, oui, Voilà, il est limité et souvent, on a des soucis en réunion, tu sais, avec la situation Covid. ouais, Les réunions sont entrecoupées. Après, on ne suit plus la réunion correctement. c'est ça. Voilà. Donc, nous, on avait décidé, comme ça, l'entreprise, d'utiliser Teams. Teams, Et oui, c'est un truc qui est très pratique. Il y a oui, Skype aussi, oui. qui est pratique. Mais Mhm. Skype est plus pratique parce que Skype, on a Skype mobile qui Mhm. est là. D'accord. No, no. I'm not feeling it. Tell me, you're next month. D'accord. Donc, en attendant que les autres nous rejoignent. Donc, je pense que monsieur Yapassan a très bien expliqué tout ce qu'on peut avoir en termes de synergie entre les gestionnaires de stock, les commerciaux et aussi le marketing. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il est très important de travailler dans un environnement collaboratif, comme nous-mêmes, on nous l'apprend très souvent, hein, travailler dans un environnement collaboratif d'information. Les informations doivent être partagées et généralement, comme on dit que le stock, c'est de l'argent, lorsque la supply chain propose une politique de stock, il y a comment on va dire, les financiers, la comptabilité qui dit non, que votre politique de stock, c'est trop, vous mettez trop d'argent dans les stocks de sécurité et tout. Mais il faut comprendre la nécessité du stock de sécurité avant tout. Voilà pourquoi nous vous demandons d'inviter vos collègues à rejoindre cette réunion, à comprendre également la nécessité en fait des différents niveaux de stock. C'est vrai que les stocks de sécurité, c'est coûteux, mais ça a un sens. Si ça n'avait pas de sens, on n'allait pas mettre en place en fait les stocks de sécurité. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Vous pouvez toujours partager le lien à vos collègues d'entreprise qui peuvent nous rejoindre en cours. Et on va prendre les préoccupations à la fin, s'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'on avance. On est en train de prendre du temps et on a plusieurs choses à partager. On est là. Monsieur Yap Hassan est très ouvert. Il est là. Il va, il va donner son avis sur plusieurs autres choses qui sont importantes pour vous et pour nous également. D'accord. Donc, on va passer au point suivant. On a analysé les causes des ruptures. On a mené la petite analyse sur comment suivre le KPIs des ruptures. On va également passer à un autre point. Rapidement, je vais vous partager ça. Voilà. On va passer à un autre point qui est, qui est le surstock. Voilà. On va passer à un autre point qui est le surstock. Alors, le Allô? surstock, Allô? oui, oui, oui. Désolé, Aristide, désolé de Oui, monsieur Fabrice, je vous entends mal. j'avais les mains. Allô? Oui, allô, oui, je vous entends. Allô? Je vous entends mal. Attendez. Je vous entends mal. Ce serait bénéfique de laisser un message, monsieur. Voilà, Bon, ben, voilà, laissez un message, c'est mieux. Laissez un message. Donc, le surstock. Alors, la rupture de stock ou le surstock. Je me rappelle, il y a déjà près de 1 mois et demi, monsieur Yapassan, si tu te rappelles, j'ai fait un sondage sur LinkedIn où j'ai demandé aux professionnels de la supply chain quelle serait la situation qui pourrait arranger
des professionnels de la supply chain. Et plusieurs ont répondu sur stock. Enfin, entre rupture et sur stock, plusieurs ont répondu sur stock. Et j'ai eu de bels exemples, j'ai eu de beaux commentaires sur pourquoi ils choisiraient d'être en surstock que d'être en rupture. Donc, je pense qu'à vous-même, si on posait cette même question, vous choisirez automatiquement le surstock parce qu'on préfère gérer les problèmes en interne que laisser nos problèmes perçus par les clients. Puisque le surstock, comme moi je le dis, on induit le surstock, mais on subit la rupture de stock. Voilà. Donc, on peut induire le surstock, c'est-à-dire l'entreprise peut décider d'être en surstock parce que, par exemple, comme M. Hassan a l'habitude de faire, il fait une analyse et il sait qu'avec la période de COVID-19, ce n'est pas bon pour lui de ne pas avoir un stock à une quantité pouvant couvrir sa demande sur une certaine période. Donc, avec cette information du marché, il peut induire le surstock. Il peut induire le surstock de sorte à se prémunir de la situation qui pourrait arriver sur le marché. Donc, comme je l'ai dit, on induit le surstock, mais on subit la rupture de stock. Et moi, je ne vous souhaite pas d'être en rupture de stock. Mais toujours estime que le surstock, ce n'est pas favorable pour une entreprise. Ce n'est pas favorable pour une entreprise parce que c'est de l'immobilisation financière en masse. Si vous avez une entreprise qui a plusieurs projets, vous ne pouvez pas vous permettre d'être en surstock. Ça également, on le sait très bien. Donc, le surstockage, comme on le dit, c'est un excès de stock. L'état dans lequel se trouve l'entrepôt lorsque la matière première et les produits finis stockés au sein de l'installation dépassent largement la demande. Voilà. C'est-à-dire, on peut se donner un objectif de couverture. Une entreprise d'une grande envergure peut se donner un horizon de couverture de 6 mois. Mais lorsque vous dépassez les 6 mois de couverture, automatiquement, vous êtes en surstock. Et même si vous avez des matières périssables, là, vous ne devez même pas vous amuser en fait avec les délais et les dates de péremption. Voilà. Parce que si vous vous amusez à être en surstock, c'est clair que vous allez à chaque fois détruire des produits, vous allez faire des gratuités en masse. Entre les gratuités, ce sont des coûts. Et c'est des coûts que vous allez supporter, que votre entreprise va supporter. Donc, ça va vous faire produire 2 fois plus, de sorte à pouvoir atteindre un chiffre d'affaires que vous aurez pu atteindre en produisant moins. Voilà. Voilà pourquoi vous devez travailler de manière efficace et efficiente. Donc, l'excès de stock dans l'entrepôt peut entraîner d'importants surcoûts, comme on l'a dit, logistiques, des flux de mouvements et de marchandises inefficaces, la détérioration également du stock qu'on connaît par moment. Donc, Monsieur Yap, je pense, c'est les différents points. Hein. Et les causes du surstock, on va dire une mauvaise planification ou coordination entre la vente, la logistique et la production. Donc, c'est ce qu'on disait avec Madame Traoré. Il doit avoir une bonne synergie. S'il n'y a pas une bonne synergie, qu'il y a une mauvaise collaboration, c'est clair que vous aurez de mauvaises planifications. Et votre couverture doit être, on va dire, vous devez avoir une entreprise capable de vous permettre d'avoir une couverture, on va dire, nationale, hein, comme l'entreprise de M. Yapassan, qui couvre tout le Cameroun. Donc, avec une entreprise pareille, c'est clair que toute votre planification, toutes vos analyses vont vous permettre de prendre les meilleures décisions parce que vous couvrez totalement le marché et vous arrivez à mener des analyses pouvant impacter directement votre évolution, votre chiffre d'affaires. Donc, la réputation également de la marque. La réputation également de la marque. Si votre marque n'est pas très connue ou bien si vous êtes en phase de lancement, si vous avez un produit avec une capacité de marketing assez faible, c'est clair que par moment, vous aurez du stock en excès et vous allez avoir des difficultés à écouler rapidement vos produits. Donc, puisque toutes les chaînes sont liées, vous devez automatiquement avoir un marketing assez consistant pour pouvoir faire la promotion, faire connaître vos produits à tous vos consommateurs sur le marché sur lequel vous exercez. Après également, il y a l'entrée de nouveaux agents, donc des concurrents sur le marché. Vous devez pouvoir maîtriser votre marché, vous devez pouvoir maîtriser votre part de marché et vous devez pouvoir mener de bonnes analyses de sorte à pouvoir
mettre en place des barrières aux nouveaux entrants. Donc, l'entreprise de M. Yapassan, qui est leader sur son marché, je sais qu'elle vit quotidiennement ce genre de menaces, des challengers qui sont toujours là, mais, 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 mais elle reste toujours forte et elle combat sur le marché. Après, il y a la saisonnalité du produit. Vous avez vu que la saisonnalité revient plusieurs fois. C'est pour vous dire que c'est très important la saisonnalité parce que les individus même vivent par saison. On a des différentes phases. On a des phases festives. Actuellement, on est en phase de rentrée scolaire. Donc, c'est clair que pour des entreprises, des librairies, actuellement, on va dire que c'est la phase de pic, en fait, pour les librairies. Donc, une librairie, par exemple, qui ne maîtrise pas sa phase de pic, c'est clair que elle va connaître des ruptures de stock. Elle va connaître des ruptures de stock et son chiffre d'affaires ne pourra pas, voilà, elle ne pourra pas atteindre efficacement son chiffre d'affaires. Et c'est également la même chose pour des entreprises, des boutiques également qui vendent des vêtements et tout. À partir de novembre, décembre, on va rentrer dans la phase festive. Donc, une entreprise, pareil, doit pouvoir maîtriser la demande dans cette phase-là, de sorte à pouvoir anticiper dès maintenant les prévisions de vente à venir sur novembre et décembre. Voilà, c'est maintenant que tout doit se faire parce qu'on ne sait jamais également avec la période de Covid et tout, on ne sait pas à quel moment les activités logistiques peuvent s'arrêter au niveau du port ou encore au niveau de d'autres pays comme la Chine, le Japon et tout. Donc, voilà un peu certains points qu'on pourrait noter comme cause de surstock. Et également au niveau des actions pour pouvoir éviter les surstocks. Donc, il faut une optimisation de la stratégie de réapprovisionnement dont M. Yapassan parlait tout de suite. Il parlait de la stratégie de réapprovisionnement, comment mettre en place un calendrier de réapprovisionnement. Avec M. Yapassan, je pense qu'il va nous briefer rapidement dessus. Il faut étudier également le comportement des produits sur le marché. Vous devez maîtriser le comportement de vos produits. Donc, il y a la saisonnalité déjà, il y a le comportement du produit, il y a l'évolution des ventes et tout. Vous devez étudier les stratégies de pénétration de vos différents produits sur le marché. Et aussi, il y a des produits qui sont mieux vendus dans certains domaines que d'autres. Voilà. Il y a des produits, par exemple, qui se vendent mieux dans des bars, si c'est des produits de consommation, qui se vendent mieux dans des bars que dans des maquis ou des restaurants. Vous devez maîtriser cela. Donc, voilà quelques points pour pouvoir éviter le surstock et vous permettre d'écouler rapidement vos produits. Exigez des fiches techniques du produit au moment de l'achat. Donc, également, par moment, vos clients peuvent vous demander des fiches techniques pour pouvoir certifier que le produit est un bon produit et vous devez également exiger cela à vos différents fournisseurs. Donc, c'est très important, ces différents points. Je vais passer la main à M. Yapassan qui va nous expliquer également les différents points au niveau du… Allô? Aristide, Oui, Allô, peut-être tu peux revenir sur les actions? d'accord. Voilà, ok. Je voulais apporter un peu une sorte de précision concernant le fait d'exiger les fiches techniques du produit au moment de l'achat. Ça ici, s'il y a des acheteurs qui nous suivent là, je voudrais aussi attirer leur attention, en fait, parce que c'est un élément très, très capital qui peut jouer sur le surstock, en fait. Je vais vous prendre un cas que nous avons vécu en entreprise. Nous fabriquons les tuyaux PVC et notre matière phare, on appelle la résine, en fait. Maintenant, on a eu une cargaison 12 conteneurs qui sont arrivés. On a déchargé, on a mis au magasin. On était content qu'on va vendre, on va produire et tout et tout. Et on se rend compte qu'au moment de la transformation à l'usine, l'extrudeuse ne rejetait pas, ne ressortait pas le tuyau. En fait, on a enregistré beaucoup de déchets, en fait. Après analyse donc, du bureau d'études, on se rend compte donc que la matière que nous avons achetée est une matière pour fabriquer les tuyaux pour arroser le jardin. Stupéfaction. Alors, on commence à s'interroger. On remonte la chaîne. On se demande donc, OK, quel est le fournisseur qui nous a livré ça? On identifie. Alors, dans la procédure d'achat maintenant, il y a le volet fiche technique. Ça veut dire que le fournisseur, avant de faire l'embarquement, ou bien avant de faire la préparation de la commande pour nous expédier ça, il doit nous envoyer une fiche technique que nous analysons et que nous validons que c'est exactement les exigences et références que nous avions commandées.
Voilà. Donc, maintenant, lorsque nous validons, nous retournons dans la fiche technique au fournisseur et ça lui donne l'autorisation de embarquer le produit pour réception. Alors, on interrogeait donc le service technique qui était chargé de recevoir les fiches techniques. Il lui a dit qu'il n'a pas vu la fiche technique. Et c'est donc comme ça, donc on a un sur-stock, près de 12 conteneurs de marchandises bloqués au magasin et qui ne nous sert à rien, en fait. Et je ne sais pas si au Cameroun, on n'a pas d'usine qui fabrique les tuyaux pour arroser les tuyaux, pour arroser les jardins. Donc, vous voyez un peu que ça devient très compliqué. Moi, ça m'occupe le magasin, ça m'occupe les aires de stockage, ça m'empêche la circulation dans le magasin. Alors, il faut donc encore faire un coût de stockage. Ça veut dire que louer un autre entrepôt où on va transférer toute cette matière en attendant une réflexion pour trouver la solution de ce qu'on va en faire. Donc, voilà un peu la précision que je voulais apporter en matière de fiches techniques. Merci bien. Allô? Allô? Oui, oui. Alors, Aristide, Oui. je voudrais intervenir au fait sur le surstock. Mhm. Voilà. Et moi, je suis dans une entreprise agricole où on produit le caoutchouc naturel. Et à une période, c'est-à-dire de la période de février jusqu'en avril, si vous remarquez bien, le prix de l'EVA augmente en Côte d'Ivoire. Mhm. Donc là, on va parler de la saisonnalité. Ouais. Et pourquoi le prix augmente? C'est parce que la matière première à cette période-là se fait rare. Mhm. Donc, à partir de novembre, décembre, janvier, on est obligé de faire du stock Mhm. pour ne pas arrêter les usines Voilà. à partir de février, mars, avril. Mhm. Donc, chez nous, le surstock, à un moment donné, il est autorisé. Mhm. Voilà. Pour ne pas être en rupture de matière première. Mhm. Donc, le surstock aussi, il a ses avantages, je veux dire. Oui. Parce que lors du sondage, lorsque vous avez lancé sur le sondage, moi, j'ai préféré dire le surstock, mais j'ai mis à une certaine période de l'année. C'est-à-dire, lorsque le pic, ou bien on planifie une rupture, on sait qu'à une période de l'année, on est en rupture sur certaines matières premières. Oui. Pas en rupture, mais en baisse Mhm. sur certaines matières premières. Donc, le surstock-là nous arrange pour pouvoir passer cette période-là de défoliation. Parce que quand vous remarquez, c'est en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire, quand vous remarquez, à partir de février, les arbres de VA commencent à perdre leurs feuilles. Donc, à cette période-là, on ne saigne plus. Voilà. Voilà. Donc, quand vous remarquez, à partir de février, le prix du caoutchouc monte en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a une rupture de cette matière première-là. Donc, on est obligé de faire du stock. Je vous comprends. Je vous comprends très bien. Oui. Je voudrais pas intervenir, c'est possible? Oui, vas-y. Très rapidement. Bon, en fait, je voudrais juste dire au monsieur que c'est le volet stratégique des niveaux de stock, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est une planification stratégique en fonction de la demande, des prévisions que le marché nous impose. Ou bien, par exemple, lorsqu'on dit, les feuilles sèches et tout ça, c'est un cas de force majeure. Et il faut pallier à ça. Alors, il a trouvé la meilleure stratégie. Je dis que sur une période de novembre à décembre, il doit créer du surstock au magasin. Il faut induire le Maintenant, surstock. c'est tout à fait. Maintenant, les impacts, les conséquences on peut avoir, c'est qu'on a un coût logistique, en fait. Ça veut dire qu'il lui faut maintenant un espace de stockage approprié pour pouvoir maintenir ce surstock-là. Il faut éviter d'empiéter sur les voies de circulation pour empêcher, s'ils utilisent des engins motorisés, de pouvoir circuler entre les marchandises. Donc, mais je dis, c'est un volet stratégique et tout manager qui gère les approvisionnements et le stock, c'est pour ça que j'ai dit on doit rester en éveil sur la réaction du marché, en fait. Voilà. Écoute, moi, je suis pleinement d'accord. Hein. Comme je le disais tantôt, le surstock, on peut l'induire. Donc, c'est un cas palpable que M. Nda Ulrich a donné. Hein. Le surstock, eux, ils induisent le surstock à partir de décembre, janvier, pour que la phase où on n'arrive pas à saigner les VA, ils puissent toujours tourner. Et également, c'est une stratégie, comme M. Yapassan l'a dit, parce que déjà, à cette période-là, vous achetez au prix bas,
Et en phase où l'EVA se fait rare, vous avez du stock. Donc, vous n'achetez pas lorsque le prix de l'EVA monte. Voilà, vous avez du stock et vous avez acheté plus bas. Donc, vos usines tournent jusqu'à ce que la saisonnalité puisse passer et que toutes les activités puissent reprendre normalement. Donc, moi, je pense que Normalement, c'est ça. voilà, c'est un bel apport et c'est un bel exemple en fait de stock. Donc, comme on le dit, ils acceptent de supporter les coûts, comme M. Hassan le disait. Ils acceptent de supporter les coûts logistiques, les coûts de stockage et tout pour pouvoir permettre à leurs usines de fonctionner. Donc, également, c'est de pouvoir mener des analyses. Hein. Moi, je vous dis également, toute activité logistique, toute activité supply chain mérite de faire d'abord des analyses, des simulations. Vous devez faire des simulations déjà à partir de novembre-décembre pour voir les coûts que vous supportez dans cette période. Est-ce que c'est moindre par rapport à ce que vous gagnez lorsque votre entreprise ne tourne pas? Donc, ça c'est peut-être le cas, il est positif pour lui, son entreprise, mais pour d'autres entreprises, le cas n'est pas favorable. Donc, en cela, ça, ce n'est pas une décision optimale pour vous, en fait. C'est-à-dire, le surstock n'est pas optimal pour des entreprises où lorsqu'elles font l'analyse entre coûts et profits, bah, elles ont des profits moindres par rapport aux coûts qu'elles vont supporter pour le surstock. Donc, c'était un peu aussi ma petite contribution pour renchérir, en fait, le point sur le surstock. Donc, M. Hassan, on passe rapidement sur les conséquences du surstock. Je pense que ça, c'est un entrepôt. Oui, Aristide, effectivement, c'est un entrepôt qui est en train qui a un gros coût de surstockage. Donc, vous voyez un peu que lorsque vous avez à faire une grande cargaison au magasin, vraiment qui est une faible rotation du stock, qui ne réagit pas au marché, vous allez voir qu'à un moment, vous allez être vous avez fait de la paresse pour le suivi de cette marchandise-là. Vous voyez, par exemple, tout un lot qui se verse. Vous voyez, par exemple, au sol, la couleur de la matière. Vous voyez un peu plus loin là-bas comment la matière est déchirée parce qu'on ne peut pas passer tout son temps à faire de la manutention manuelle, à tout moment changer de position, et ainsi de suite. Voilà, il faut vraiment éviter un peu le deuxième. Oui, allez. Le deuxième volet dont j'expliquais, Aristide, les entreprises qui n'arrivent pas à maîtriser le surstockage, il faut faire tout pour les éviter, en fait. Consommer le strict minimum. Voilà. Stocker ce qu'il vous faut en fonction de votre planification, en fonction du besoin du marché, stocker uniquement. Voilà. Maintenant, si vous arrivez dans une situation où, comme le cas que j'ai pris tout à l'heure, il y a une erreur dans l'achat, trouvez un autre espace bien sécurisé, bien aménagé pour conserver le surstockage. Ou soit, vous allez payer le coût de la manutention à chaque fois pour ranger ces produits, pour faire le nettoyage. Si nous avons à faire des produits de péremption, les odeurs, les rats vont se trouver dans votre magasin et ce n'est pas bon. Ouais. Donc, moi, je suis complètement d'avis avec vous. Hein. Je suis complètement d'avis avec vous. Donc, au niveau de l'analyse des KPI du surstock, je pense que vous allez nous entretenir également. Voilà, c'est le même principe. Hein. Aristide, je voudrais même que qu'un volontaire ou deux volontaires se prêtent au jeu, le jeu de l'analyse, pour que vous savoir si vraiment ils sont en phase avec nous. Comme je disais, pour ce qui est des indicateurs, ils ne doivent pas être supérieurs à 10%. Donc, soit c'est égal ou inférieur à 10%, ça nous permet de réaliser l'atteinte des objectifs. Bon, je ne sais pas si on peut avoir un volontaire qui peut nous faire… On va prendre monsieur Jean-Luc Kwadjo. Monsieur Jean-Luc Kwadjo, vous pouvez activer votre micro. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, moi, c'est une préoccupation. Hier, je connais bien M. Yap Hassan, on est dans le même groupe de logistique. Voilà. En fait, je viens… Salut, comment ça va? Je viens à peine d'être nommé comme warehouse manager dans une entreprise. Wow, maintenant, j'ai été habitué à manipuler les logiciels.
C'est-à-dire, vous connaissez un peu l'habitude du logiciel et tu ne sais pas comment ça a été fait, comment ça a été monté, mais bon, tu viens les donner. Mais là, maintenant, je suis appelé maintenant à mettre en place moi-même ma propre connaissance, mon suivi, pour être un peu, comme le dit Hassan, pour être proactif, mettre en place un système qui va me permettre de gérer l'approvisionnement, le stock, les livraisons et tout. Du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, oui. Voilà. Donc là, c'est mon plus grand problème. Je prends fonction le 27. Donc hier, j'ai parlé avec un doyen aussi qui était sur LinkedIn. Il m'a conseillé de suivre votre formation en ligne et bon, d'exposer aussi ma situation pour voir dans quelle mesure vous pourrez vraiment m'aider avant la date de prise de fonction. D'accord. Aristide, Voilà. Oui, Aristide, oui. là, je suis très interpellé parce que c'est une philosophie que je suis en train de travailler dessus. Tu me permets de donner Oui, une 2 oui, minutes là-dessus? oui, vas-y, Bon, vas-y. Oui, Hassan. Oui, ce que je voudrais vraiment dire à ce cher public qui nous écoute aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la supply chain est en train de quitter du volet traditionnel pour le volet digital. Ouais. Et qui parle de le volet digital parle des logiciels, comme Jean-Luc est en train de citer. Mais sauf qu'il y a un problème avec la réalité, c'est que le logiciel est conçu par d'autres personnes qui ne travaillent pas dans votre entreprise. Alors, le truc, c'est quoi? Pour moi, aujourd'hui, nous donnons des formations qui montrent comment un gestionnaire doit lui-même traiter ses propres données sur Excel. Ouais. Je ne veux pas, la formation, ce n'est pas une publicité en parenthèse, mais c'est juste pour faire comprendre qu'il faudrait que nous arrivons déjà à comprendre comment les automatisations se font, comment faire la synthèse de nos données, comment calculer nos KPI, comment faire la synthèse et donner l'objectif. C'est clair. On nous demande. Lorsque nous prenons le poste, il y a bien des objectifs qu'on nous a cités. Mais je ne sais pas si Sage, ERP, SAP peuvent vous ressortir ces objectifs-là. Ça, je ne sais pas. Mais pour ma petite expérience, ce que j'ai vécu, je n'ai pas pu trouver ces indicateurs clés. J'ai dû concevoir moi-même, après une formation sur Excel, adapté à la réalité de la gestion de la supply chain. Et aujourd'hui, j'ai pu maîtriser une entreprise qui fonctionnait à flux tendu et qu'avant moi, connaissait la rupture était devenue leur mode de fonctionnement. Mais lorsque j'ai donc mis ces outils sur pied, avec cette maîtrise, ce traitement de données, qui me ressortait les informations qui pouvaient me permettre d'interpeller le commercial, le marketing, la maintenance, la production, les manutentionnaires, seulement avec des données à l'analytique, comme vous voyez là. Vraiment, j'ai eu une maîtrise sur 3 ans sur tout ce qui était approvisionnement, stabilité des surstockages, des ruptures. Donc, la préoccupation déjà, Luc, est la préoccupation de tous les responsables de la supply chain. Pour ceux que j'ai formés, pour ceux qui me prennent en consultation, c'est le même problème qui revient. Que tu sois gestionnaire de flotte automobile, que tu sois responsable des achats, que tu sois gestionnaire de stock, responsable des approvisionnements, que tu sois même responsable des services généraux, on a ce problème de traitement des informations au jour le jour. C'est la synthèse des KPI. On ne connaît pas ça. Et aujourd'hui, je développe des outils Excel. Je dis au plus bas niveau, même un enfant de la CIL peut travailler sur des logiciels. Oui. Allô, Hassan. Moi, je crois que Hassan, c'est quelqu'un qui forme beaucoup les gens. Moi, je suis beaucoup ses posts sur LinkedIn, sur choses, je le suis beaucoup. Aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est tellement vrai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est tellement habitué au ERP. Ouais. Vous voyez, moi, j'ai travaillé à Bolloré. C'est-à-dire que depuis 7 ans, je ne fais que travailler avec les ERP. Donc, c'est-à-dire que tu ne sais pas comment ça a été conçu, tu ne sais pas comment est-ce que les calculs ont été faits pour que telle donnée puisse être appliquée dans l'ERP. Et je n'ai jamais eu l'idée de faire une formation vraiment accrue sur Excel. Pour dire, bon, moi, arrivé à la maison, je peux me faire un tableau dynamique qui va me permettre d'avoir les détails vraiment minimes, qui va me permettre de dire, ah, ce côté de l'ERP là, c'est trop général. Mais moi, j'ai fait sortir quelque chose de détaillant qui va nous interpeller. Parce que souvent, le RFP te donne un résultat général, un peu sur la surface. Mais ça ne donne pas vraiment les détails. Pourquoi, comment interagir. Voilà. Donc, aujourd'hui, ma préoccupation avec Hassan, c'est si aujourd'hui, comment
on peut m'aider, même si c'est payant, même si c'est des choses facturées, comment on peut m'aider à pouvoir moi-même, en tant que responsable directeur des entrepôts, et pas venir m'asseoir et puis attendre qu'on me donne un logiciel pour traiter. Mais de prime abord, comme c'est une nouvelle entreprise qui s'installe, ça veut dire qu'on ne m'a pas encore donné les objectifs. Du coup, c'est une entreprise de denrées alimentaires. Donc, tout ce qui est denrées alimentaires, sac, huile, sucre, tout ça. Donc, c'est que moi, déjà en amont, je dois être capable de présenter quelque chose de façon théorique à mon top manager. Il va me dire, ah, vraiment, là, ce que tu viens de dire, là, on va essayer d'appliquer ça. Donc, déjà, on va aller sur la base de le stock initial. Et puis, bon, on va. Mais là, je n'ai pas ces outils-là. Ça, c'est oui, il faut que je le dise. Oui. Je sais qu'il y a un logiciel qu'ils vont mettre en place. Ils m'ont déjà dit que je vais gérer un logiciel, mais moi, je ne veux pas m'arrêter seulement pour le logiciel. Oui. Bah, écoute, monsieur Yap Hassan l'a très bien dit, hein. C'est vrai, les logiciels, nous tous en entreprise, on travaille avec des logiciels. Moi, dans mon entreprise, on était sur Sage, excusez-moi, on est passé à SAP, mais toutes les analyses au niveau de la planification, au niveau de la gestion des stocks, se font sur Excel. Voilà, toutes les analyses se font sur Excel parce que c'est plus facile et ça va vite parce que c'est la réalité en fait. C'est la réalité, c'est ce qu'on vit au quotidien, qu'on met sur Excel et qu'on traite. Parce que nous, ce qu'on fait, quand on nous donne les objectifs, lorsqu'on travaille les objectifs du top management, on travaille également notre réalité. C'est-à-dire, on fait toujours deux en comparaison avec ce que le top management nous donne. Est-ce que vous voyez? Sur Excel. Ça, et ça, je ne pense pas Aristide? Oui. Aristide, Oui. je voudrais partager avec vous une anecdote que j'ai vécue en fait en matière de logiciel. Je voudrais partager avec vous ça. Et c'est l'une des raisons qui m'a poussé à me spécialiser un peu sur le traitement digital sur Excel. OK. Alors, je travaille sur Sage. OK. Il y a quelqu'un qui fait les entrées des produits en machine, qui est indépendamment de mon département. Maintenant, un beau jour, l'entreprise me demande, on a un gros client qui veut 400 400 cartons de pointe TP de 80. Moi, automatiquement, j'entre dans le logiciel, je regarde le stock disponible, je dis, OK, c'est bon, on peut livrer. Mais sauf que 15 minutes après, c'est le top manager qui m'appelle pour me dire, mais le client est là, mais il ne peut pas prendre livraison. Mais je dis, comment ça? Je dis, OK, donnez-moi une minute, je vais aller voir au magasin. Je descends, je vais voir le chef magasin, je dis, mais c'est quoi la situation avec le client? Il me dit, non, le produit est en rupture depuis 2 jours. Mais je dis, sur ça, moi, j'ai vu qu'il y a encore le stock. Il dit que, boss, allez regarder vous-même au rayon. Je regarde le rayon, je suis resté abasourdi. Je vais voir ma collaboratrice qui mettait les documents en machine. Elle avait encore tout un lot de documents qu'elle était en train de mettre en machine. Wow. Bon, vous voyez donc qu'il y a un dysfonctionnement entre la réalité et la théorie. Et entre-temps, nous les managers qui analysons les informations qui se ressortent du logiciel, on se trompe facilement. Et je vous dis, j'ai été imputé d'une somme de 400 000 francs. Donc, dès que je suis sorti de cette mauvaise expérience, alors je me suis mis à l'automatisation, à mes propres frais, en m'inscrivant sur Excel. Et c'est une réalité, hein. C'est une réalité en fait, comme M. Yap le dit, c'est une réalité qu'on le vit au quotidien. Même moi-même chez moi, ça s'est produit. Ça s'est produit parce que chaque lundi matin, il y a un débrief qu'on fait avec le top management. Et dans le débrief, on doit présenter tout ce qui s'est passé dans la semaine passée. Donc, on vient, on fait les analyses, on sort les données de SAP. On voit que il y a un gap entre la réalité en fait, c'est tellement général. C'est tellement général. Et puis, tu ne peux pas aller t'arrêter devant le PDG et présenter un truc sur la base de SAP. Le PDG, lui, il s'en fout. Il ne va pas te demander si c'est correct ou pas. Donc, il y a la nécessité, en fait, de maîtriser l'outil même Excel. Aujourd'hui, on parle de Power BI et tout. Il y a la nécessité de maîtriser ces outils-là, de sorte à présenter des données pratiques, on va dire brutes, comme on le voit là. Donc, je pense que pour les différentes formations, et M. Yap Hassan est là, moi également, je suis là. En fin de session, on va présenter nos différents programmes de formation qu'on fait avec les personnes qui voudront bien nous accompagner, bien nous rejoindre en fait. Pour l'instant, on va, monsieur Jean-Luc, vous allez nous faire cette petite analyse rapidement. Il nous reste 4 minutes pour cette session.
on va fermer et on va revenir. Donc, on va faire la petite analyse et on va continuer. D'accord. OK. Moi, je voudrais vous dire merci déjà. Comme vous avez dit, je crois que je n'ai pas fait trop d'analyse. Je reste à l'écoute par rapport à toi et puis Hassan pour voir dans quelle mesure je pourrais m'inscrire à la formation, pour maîtriser aussi le côté Excel pour que je sois plus dynamique dans l'exercice de mes fonctions. Je crois que c'est un peu ça. OK. D'accord. D'accord. Donc, Je crois que peut-être Jean-Luc n'a pas compris ce qu'on nous demandait. Voilà, peut-être, Allô? oui, peut-être. Oui, Ah, Hassan. d'accord. Je disais, en fait, le truc, c'est qu'on a besoin d'un volontaire pour faire cette analyse de surstockage, en fait, par rapport à ce que j'ai déjà eu à faire, quoi. Je veux qu'on soit en phase, en fait, pour que vous vous habituez aussi à faire ce type d'analyse. D'accord, je n'ai pas compris. Je n'ai pas Parce compris qu'en fait, ici, l'objectif, c'est celui qui est en bleu, là. Ça veut dire que les réalisations ne doivent pas dépasser l'objectif. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, si la réalisation dépasse l'objectif, ce n'est pas bon, en fait. Donc, je voudrais que tu nous fasses cette analyse-là. Comme j'avais bougé, je n'ai pas trop bien suivi. Bon, là, je vois que dans le mois de janvier, on était à... C'est ça, je suis sur la voie, non? Je crois. Allô? Oui, c'est ça. Je suis sur la voie. Oui, dans le mois de janvier, nous avons 1%, c'est-à-dire que nous n'avons pas dépassé les objectifs. C'est-à-dire que c'est déjà bon. Il y a eu une bonne maîtrise du stock. Alors, on a fait 1%, moins de 10% de stock. Mais on a vu qu'il y a eu un relâchement au niveau du mois de choses. Je ne vois pas bien les mois là en bas. Les mois en bas, je ne vois pas. Février, c'est le mois de février. Oui, L'écran n'est pas trop affiché avec moi ici. Il y a janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà. Ouais, je crois qu'en février, on a dépassé même le taux de surstock. Ouais, et là, maintenant, ça veut dire que là, maintenant, il y a des questions qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce qu'on a atteint ce taux-là? Maintenant, essayer de trouver les solutions et puis les actions à mener pour pouvoir pallier à ce taux. Je vois que dans le mois de mars, on est revenu à 0% de surstockage. Donc là, c'est déjà, ça veut dire que les actions qu'on a prises, les décisions qu'on a prises dans le mois de février, ont porté leurs fruits dans le mois de mars. Et je crois que nous sommes restés un peu stables jusqu'au mois d'août, je crois. Donc, ça veut dire que là, mais dans le mois d'avril, nous avons eu un relâchement un peu qui est parti jusqu'à 1%. Donc, ça veut dire que là, déjà, le gestionnaire stock a fait quand même à respecter un peu les décisions qui ont été prises depuis le mois de février où nous avons fait 13% de surstockage. Monsieur Yap, si vous avez quelque chose à ajouter, il nous reste 1 minute. Non, c'est parfait. Je n'aurais plus rien à ajouter. C'est parfait. D'accord. Et je voudrais dire à Jean-Luc que maintenant, en formation, nous, on montre comment on calcule dans ces indicateurs et on établit dans ce graphique analytique, en fait. Justement, Hassan, on va se voir après la formation. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que tout est dit. Là, de janvier à juin, on voit bien qu'en février, on est quasiment au-delà de la marge en fait, qu'on s'est donné pour le surstockage. Et ça, on ne va pas dire que c'est pas bon pour l'entreprise. Donc, mettre en place un plan d'action, permettant de retrouver en fait les objectifs qu'on s'est donnés. Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait avec M. Yapassan, où on est descendu en mars, en avril, en mai, et on a maintenu le cap. Donc, ce qu'on peut retenir… Aristide, oui. Excuse-moi, avant qu'on ne passe, je voudrais revenir à notre collaborateur qui a parlé de la gestion sur le caoutchouc, je crois, ou les VA, un truc comme ça. Voilà, donc ça veut dire que dans son analyse, il va ressortir ce dépassement de l'objectif-ci. Mais un dépassement de l'objectif justifié, en fait, par rapport en prévision à une situation qu'on est en train de surmonter. Voilà, c'est ce que je voulais juste apporter. Voilà, justifié. D'accord, donc on se retrouve dans moins d'1 minute, s'il vous plaît. Rapidement, on va fermer la session et on va se reconnecter.